Bonjour Eric. Eh bien bonjour Daniel et merci de ton invitation. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté cette interview pour Vertical Project Media. On est très heureux de te recevoir à Lyon. Est-ce que tu peux brièvement nous faire comprendre comment tu es venu à l'ufologie? Qu'est-ce qui t'a amené à faire des recherches dans ce domaine? Oui, bien sûr, ça remonte loin. Alors c'est une histoire assez simple, hein. Comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai été très influencé, j'ai été étonné de découvrir à 14-15 ans, tu vois, ça remonte loin, j'en ai 68, on a dépassé le demi-siècle, de découvrir les livres de Frank Edwards, tout simplement. Ah oui, c'est le cas d'énormément d'ufologues de l'ancienne génération. Le livre noir des soucoupes volantes. Ça c'était Durand, ça. Ah c'est dur, ah oui. Je crois, il me semble, oui, oui. Et donc, il a publié 2 livres, Frank Edwards. Donc, j'avais lu ça jeune, et ça m'avait passionné, bien sûr. Et puis là-dessus, il y a une histoire familiale. Mon père, qui avait beaucoup vécu, enfin, jusqu'à la fin de sa vie au Guatemala, en Amérique centrale, donc, avait vu un ovni. Il avait vu une forme circulaire plutôt ovoïde se déplacer très rapidement au soleil couchant. Donc, il m'a envoyé une lettre à ce sujet. Je l'ai gardée, bien sûr. Je l'ai sauvegardée et tout et tout. Et puis moi-même, j'ai eu la chance de faire une observation en avril 1975. C'est la seule de ma vie d'ailleurs. Une observation quand même très importante, avec des objets se déplaçant très très vite dans le ciel, mais avec un comportement très très particulier. En fait, il faut le voir pour comprendre vraiment de quoi il s'agit, l'impression que ça peut faire. On peut l'expliquer, mais c'est très difficile. On dit il n'y a pas d'inertie, il n'y a pas de gravité, c'est un problème de gravité, etc. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment très impressionnant parce que ces objets étaient visiblement très grands. Ils avaient une envergure d'au moins 200 mètres. Et il y en avait 4 dans un couloir nord-sud. Et ils se déplaçaient par... alors, c'est même difficile de trouver les mots, pour tout te dire. À l'époque, tout ce que j'ai pu dire, c'est qu'ils dansaient. Voilà, c'est l'expression que j'ai eue. Ça dansait comme ça, très, très harmonieusement, hein, c'était très gracieux. Effectivement, il n'y avait pas d'inertie, donc hop, hop. Mais la distance... Alors, quand tu dis pas d'inertie, ça signifie quoi pour les gens qui écoutent Eh bien, ça veut dire que ça se déplaçait à toute vitesse, mais sans résistance du milieu. Sans aucune résistance. D'accord. Il y avait un côté un peu féerique, hein, finalement. On peut dire ça comme ça aussi. C'est très très difficile de trouver les mots. Et pendant des années, je n'ai pas trouvé les mots pour dire ce que j'avais vu. En plus, ils ont disparu dans le ciel profond, qui était très étoilé cette nuit-là. Et c'était lumineux. Et dès que j'ai relevé la tête, il y en avait 5 autres dans le même couloir. Et même jeu, même comportement, très très étrange. Et puis j'ai trouvé par la suite un témoignage d'un astronome français qui les avait vus aussi, mais pas le même soir, à la même heure, mais pas le même soir, 2 fois dans sa vie. Et alors lui, évidemment, il les a décrits 100 fois mieux que moi, puisqu'il c'était un professionnel. Et d'ailleurs, sur le coup, je n'ai pas compris que c'était ce que j'avais vu. Il a fallu que je relise, tu vois, parce que c'était décrit très techniquement. Quand il dit l'axe de propagation était perpendiculaire au grand axe de l'ellipse et à 45 degrés du couloir, sur le coup, qu'est-ce qu'il dit? Concrètement, ça veut dire que lorsqu'on voit un cylindre, on s'attend à ce qu'il se déplace dans le sens de la longueur. Comme une voiture, si tu veux, voilà, ou un avion, train, ou un train, ou un bateau. Alors que là... Non, oui, là c'était comme ça, et ça glissait comme ça, en revenant dans le couloir. Mais très 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 gracieusement. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein. Tu m'avais dit qu'en fait, il gardait toujours la même distance. Ah, ça c'est l'impression que j'ai eue, que j'ai toujours presque 50 ans après. Mais c'est vrai qu'il y avait comme un rapport, comme un algorithme entre eux qui faisait que tout ça était très harmonieux. Et la deuxième vague qui a suivi tout de suite derrière, c'était pareil. Voilà, ça a disparu dans le ciel profond, donc hein, pas du tout sur l'horizon. Hein. Mais dans le ciel profond par l'éloignement. Ça allait très très vite parce que c'était haut. Et d'après l'astronome là, qui a réussi à faire des calculs, c'était autour de entre 8 et 10 000 km/h. 10 000 km/h. Et il y a une différence, la seule différence qu'il y a, c'est que dans une de ces deux, parce qu'il les a vus 2 fois, dans une de ces 2 observations, tout le groupe a tiré un angle droit dans le ciel.
Alors, carrément viré à droite. Et sans que le petit jeu entre eux soit interrompu. Hein. C'est fou. Donc on a vraiment l'impression que c'est des engins, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est matériel, qu'on peut voir, peut-être qu'on peut détecter avec des radars, mais qui semble complètement se moquer de la physique classique, je dirais. De nos lois physiques actuelles, c'est d'ailleurs tout ce qui te reste. Ouais. De cette observation-là, puisque ce n'est pas une observation rapprochée, il te reste le fait que, finalement, on n'a pas tout compris encore des lois de l'univers dans lequel on vit. Je suis bien de ton avis, voilà. Eric. C'est ça qui reste. On te dit, on peut te raconter ce qu'on veut. Toutes les générations se sont toujours racontées qu'on était arrivé au summum de la connaissance. C'est pas vrai. Et de ce point de vue-là, des fois, alors, certains me demandent, mais alors, c'est quoi l'OVNI pour toi? L'OVNI, c'est quoi pour toi? Mais j'ai dit, alors je pourrais répondre d'une manière classique, mais je dis, pour moi, ce n'est qu'un miroir. Alors là, ils ne comprennent pas du tout. Mais c'est par rapport à ça. L'OVNI, finalement, est un miroir qui, au minimum, te renvoie à notre niveau encore un peu archaïque de la connaissance par rapport à eux. C'est comme ça que moi je vois les choses, par rapport à cette observation, bien sûr. Après, oui. Par rapport à de la recherche et tout, c'est encore autre chose. Mais voilà. Mais il faut avoir vu ça une fois dans sa vie. Et il faut bien comprendre une chose, hein. Rien dans ta vie ne t'a jamais préparé à voir ça. Il n'y a pas de repère, il n'y a pas de point de correspondance, il n'y a aucune analogie. Rien ne te permet d'appréhender ça. C'est pour ça que je dis souvent à certains « Oh, j'ai vu une lumière dans le ciel la nuit. Mais je ne sais pas ce que c'était, ça allait en ligne droite, c'était ceci, c'était cela. » Je dis « Laissez tomber. Si vous voyez vraiment quelque chose, vous n'aurez aucun doute sur le sujet. » Voilà. Alors après, c'est enseveli, oui, sous l'apport du quotidien, comme des faits qui viennent dessus sans arrêt, ça perd de son... Mais c'est vrai que c'est une rupture par rapport à ton quotidien. Oui, parce qu'en plus, la façon dont on fonctionne, on veut tout ramener à ce qu'on connaît. Et lorsqu'on est confronté à ce type de phénomène, on ne peut pas le ramener à ce qu'on connaît. Donc là, on est bien désemparé. Voilà. Et c'est là que le miroir prend toute sa signification. C'est ce que disait Camus du miroir. Il disait « Il renseigne, mais il n'enseigne pas ». Oui. Pourquoi? Parce qu'un miroir reflète tout sauf lui-même. Très bien. Très bien. Merci Eric. Tu as eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est très important, qui s'appelle Aimé Michel, qui est un pionnier de l'ufologie française et un grand scientifique. Donc tu as eu la chance de le rencontrer et d'avoir des échanges avec lui. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre, de ces échanges et de ce personnage? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors bon, il faut savoir déjà, moi j'ai une formation, je n'ai pas une formation scientifique, j'ai une formation d'historien. J'ai fait histoire, parallèlement j'ai fait histoire de l'art, j'ai fait de la géopolitique, j'ai fait de l'archéologie pratique aussi. Et je me suis beaucoup intéressé à l'ethnologie aussi, mais personnellement. Et à la littérature aussi, bon, peu importe. Voilà. Ça, c'est à peu près mon cursus, si on peut appeler ça comme ça, personnel. Alors, l'ufologie française, que je connais bien depuis longtemps, m'a amené à rencontrer certaines personnes, certains ufologues, effectivement. Et moi, dès le départ, j'avais compris quelque chose. Parce que je suis quelqu'un qui lit beaucoup de rapports aussi, énormément. Ce qu'on appelle ufologie, en fait, c'est pratiquement à 100%, à 99,9%, c'est l'observation humaine. Ça vient de l'humain. C'est d'ailleurs par l'humain que l'on connaît l'existence de ce phénomène, et c'est par ce canal qu'un certain nombre d'informations, on peut dire ça comme ça, nous parviennent. Donc, consubstantiellement, l'humain est inséparable de l'OVNI, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. À partir de là, j'ai lu très tôt ce qu'avait écrit Aimé Michel, et ses définitions, sa pensée m'ont particulièrement intéressé, et j'ai souhaité le rencontrer. Alors, Aimé Michel, il faut bien comprendre à qui on a affaire, c'est quelqu'un qui a une formation scientifique, mais c'est aussi un philosophe. Et un philosophe qui est peut-être un peu au-dessus de la norme,
pour moi, c'est le plus brillant esprit que l'on ait jamais eu, s'étant intéressé à ce problème des ovnis. C'est vrai sur le plan français, mais je pense que c'est vrai aussi sur le plan planétaire. Et quand on est en face de quelqu'un comme ça, j'en parle souvent au présent, des amis me demandent des fois de raconter, tu comprends, parce qu'il se passe des choses quand même assez bizarres. Par exemple, tu as Aimé Michel en face de toi, un tout petit bonhomme hein, qui fait 1m60, tu sais, il avait eu la polio à 12 ans, oui. même plus tôt, donc il en avait gardé des séquelles. C'était un tout petit bonhomme avec une canne et puis un béret sur la tête. Enfin, on avait toujours un choc d'ailleurs en le voyant pour la première fois. Mais alors, quand tu es en face de quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui est à 100, pardon, quand toi tu es à 10, quoi. Alors, comment cela se peut-il? Parce que c'est une forme d'intelligence très particulière qui assemble et synthétise en permanence des concepts. C'est ce qui est le propre d'un philosophe. Hein. Ça, on a toujours du mal un petit peu à l'appréhender. Alors, ça se passe comment? Tu poses une question, par exemple, à Aimé Michel, une question qui te tient à cœur. Tu vois ça va tourner 10-15 secondes, le temps que la mécanique se mette en... Hein, et il va te faire une réponse. Bon, t'es pas idiot, la réponse, tu vas la comprendre. Il s'exprime de façon très claire, en plus. Oui. Donc, la façon, tu vas la comprendre. La réponse, tu vas la comprendre. Tu t'en vas content avec ta réponse, et puis 10 ans après, au cours d'un événement impromptu, hein, qui n'a pas nécessairement un rapport avec, d'ailleurs, tu fais une prise de conscience. Tu te dis, oh, bon sang, c'est ça qu'il m'avait dit. Et que tu n'avais pas vu. Tu viens d'accéder aux strates souterraines, et il peut y en avoir plusieurs, de la construction de sa réponse. Cette forme d'intelligence-là, tu ne la rencontres pas à tous les coins de rue. C'est une intelligence qui manie des concepts dans l'abstrait. Voilà. Ce qui est le propre de peut-être la forme la plus haute d'intelligence. Voilà. Alors quand Aimé Michel, qui fait des passerelles avec plusieurs oui, domaines. en plus, qui synthétise, parce que c'est une culture gigantesque. On va dire, c'est un homme cultivé. Oui, c'est un homme cultivé, on va dire, mais aujourd'hui, tu sais, il faut faire attention. Il suffit que tu aies 2 doigts de culture, on dit, oh, celui-là, c'est un intellectuel. Non, non. Aimé Michel est un intellectuel. C'est quelqu'un capable de manipuler des concepts dans l'abstrait en permanence. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Moi, je reconnais que je ne suis pas capable, par exemple. Hein, je peux faire beaucoup de choses, j'ai des dons, je n'en manque pas, je travaille, mais par rapport à un Aimé Michel, même pas à la cheville. Voilà. Alors, quand un Aimé Michel te dit quelque chose, parce qu'il a réfléchi sur ce problème, parce qu'il a lu à l'époque tout ce qu'on a lu nous-mêmes, des objets qui apparaissent, qui disparaissent, qui partent à des vitesses phénoménales départ arrêté, qui virent à angle droit, qui vont en feuille morte. Il a une définition de l'ufologie qui, pour moi, est ce qu'on a produit de plus intelligent, de plus clair, de plus simple, et en même temps de plus élégant d'ailleurs. Il dit, nous nous trouvons face à une hyperphysique qui se manifeste ponctuellement dans notre environnement. Et c'est exactement ça, bien sûr. Mais j'avais compris à l'époque qu'il fallait quand même un commentaire de texte sur cette apparente simplicité, si tu veux. Donc j'ai été en fait le voir pour lui poser 2 questions précises. D'abord, je voulais l'explication de texte sur la notion d'hyperphysique. Et ensuite, j'avais une question plus personnelle qui me concernait moi dans ma démarche par rapport à tout ça. Donc la première question, il m'a donné cette explication. Il m'a dit, il faut bien comprendre qu'une hyperphysique, c'est nécessairement une métaphysique pour nous, mais au niveau laïque, évidemment. Et c'est là qu'il introduit le principe d'incommensurabilité, terme qui signifie trop grand pour être mesuré et qui est appliqué aux distances gigantesques dans l'univers, mais lui, il entendait un peu autrement. Pour lui, l'incommensurabilité, c'est la distance qu'on ne connaît pas qui nous sépare entre 2 espèces. C'est la distance évolutive entre 2 espèces. Est-ce que c'est 1000 ans? Est-ce que c'est 100 000 ans? Est-ce que c'est 1 million d'années? Ce qui est un battement de cils à l'échelle universelle, hein, 1 million d'années. Voilà. Et c'est de cette compréhension-là, de ce postulat-là, que découle ce qu'il va dire et qui n'est pas toujours très bien compris après. Nous ne pouvons pas comprendre les ovnis, c'est impossible, parce que nous ne sommes pas capables de les penser. Effectivement, tu peux penser une intelligence qui a, mettons, un siècle d'avance sur nous. C'est assez facile, tu te projettes à partir de nous-mêmes. Tu fais ce qu'ils font tous d'ailleurs, tu fais de l'anthropocentrisme. Tu prends, tiens, on vient de découvrir ça, je le prends, je l'envoie en l'air, et je prends tout, j'envoie tout en l'air, et à un moment tu fais le raccord et c'est bon. Mais si l'intelligence en question, elle a 1 million d'années d'avance, tu peux faire ça 10 000 ans si tu veux,
tu n'auras rien du tout parce que ce n'est pas pensable. Et même si quelqu'un venait te l'expliquer, d'abord il n'aurait pas les mots, et même avec les mots, tu ne comprendrais pas. Donc, on est dans cette situation-là, si tu veux, hein, pour lui. À partir de ce moment-là, découle ma deuxième question. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire sérieusement de la recherche en ufologie, par mes propres moyens. De la recherche sur quoi? Ben, sur la seule chose dont on dispose, c'est de l'information. Puisqu'on est quasiment à 100% de témoignages humains et d'informations qui nous est donnée, parfois additionnées, c'est vrai, de faits plus objectifs, hein, et traces, éco-radars, etc. Mais c'est d'abord du témoignage humain. Donc, moi, j'avais très envie de travailler là-dessus, parce que c'était, me semblait-il, une des seules routes possibles d'accès pour nous. Donc ma question, elle était très simple. Si on ne peut pas comprendre les ovnis, parce qu'on ne peut pas les penser, qu'est-ce que je peux faire? Que peut faire un jeune ufologue, j'étais jeune à l'époque, pour essayer de travailler un peu sérieusement sur ce problème? Si tout est perdu d'avance, est-ce que c'est la peine d'essayer de faire cet effort pour rien, en vain? Alors il a souri, et en réponse, alors c'est toujours le même mécanisme, hein, 10 secondes de réflexion, tu vois, hein, et il m'a dit cette phrase: en ufologie, la seule vérité au sens de l'aletheia découle de l'information humaine, découle du terrain, et il n'y en a pas d'autre. Voilà ce qu'il m'a dit. Alors j'ai mis un moment à digérer la phrase, le temps de me renseigner sur ce qu'était exactement l'aletheia, évidemment, hein, la figure allégorique de la vérité chez les Grecs anciens, une petite déesse espiègle, voilée, entièrement voilée, et qui travaille, qui tricote sans arrêt pour relever son voile, pour te donner tout doucement, pour te dévoiler, il y a un sens de dévoilement, la vérité, petit à petit. Pourquoi? Parce que toute vérité est dangereuse et n'est pas toujours bonne à dire. Alors l'aletheia pratique toujours comme ça, sauf quand elle est courroucée. Dans ce cas, elle relève le voile d'un coup. Et Aimé Michel m'a dit, ça peut être une expérience terrifiante pour celui qui se trouve en face, et tout le monde l'a au moins fait une fois dans sa vie. Voilà, alors, voilà ce que m'a dit Aimé Michel, et comment dire, ça a orienté, si tu veux, ma démarche. Ta recherche. Au fil des décennies. Petit à petit, je me suis séparé du milieu ufologique et de toutes les problématiques attenantes pour pouvoir me concentrer sur cette quête de l'information, ce que j'appelle métaphoriquement passer dans la cuisine. Tu quittes le théâtre d'ombre ufologique et tu essaies d'aller à l'essentiel des choses dans la cuisine, et tu commences ta descente en profondeur. D'un certain point de vue, la recherche s'est coulée à pic pour travailler en profondeur, finalement. C'est une bataille de l'information, voilà. C'est une bataille presque désespérée quand tu vois l'état des lieux, d'ailleurs. Presque désespérée. Et j'en ai connu beaucoup, hein, qui sont partis fleurs au fusil, mais si tu perds cette bataille, c'est fini. Tu as tout perdu, effectivement. Donc je vois souvent arriver de soi-disant spécialistes. Beaucoup de gens s'estiment spécialistes. Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi je considère qu'il n'y a pas de spécialiste en ufologie. S'il y avait un seul spécialiste réel, on ne serait pas là en ce moment, tous les deux. Tout à fait. Hein, et on serait dans un autre monde. Le problème serait tout à fait autre. Voilà. Il n'y a pas de spécialiste. Il y a des gens qui connaissent, qui ont travaillé, qui connaissent le sujet, bien entendu. Hein, voilà. Donc, je suis parti là-dessus. Tu peux, ça part aussi de ce constat que l'humain, alors moi je parle d'interface humaine personnellement, l'interface humaine, c'est le canal par lequel nous parvient non seulement l'existence de ce phénomène, mais l'information également qui est liée, si tu veux. Hein. Et puis, il faut des années, il faut même des décennies pour commencer à comprendre quelque chose, c'est qu'on peut retourner la proposition aussi, on peut la voir un peu autrement. L'interface humaine, c'est aussi le canal qu'emploie cette intelligence. Excellent. Et oui, et oui. Et oui. Et ça fonctionne dans les deux sens. Et oui, et oui. Mais ça, il faut longtemps pour s'en apercevoir, et c'est nécessairement polémique parce que ça ne cadre pas avec la doxa auto-créée que beaucoup se sont mis dans la tête. Et ils font tous, tu les repères très vite parce qu'ils font tous ce dont Aimé Michel se moquait tellement, c'est-à-dire des projections anthropocentriques.
C'est-à-dire qu'ils regardent sans arrêt nos dernières créations, nos dernières nouveautés, ils prennent et ils envoient en l'air. Et ils disent, grâce à nos, je cite, hein, grâce à nos merveilleux progrès technologiques, nous allons bientôt expliquer les ovnis. Et bien moi, c'est ce que j'appelle le niveau 0 de l'ufologie. Très bien. Voilà. Oui. Quelles sont les bases pour pouvoir entreprendre des recherches en ufologie? Qu'est-ce qu'il faut au départ? Il faut surtout le sérieux et la volonté. Et les bases, ça vient après. C'est ça qui est assez curieux. Oui. En fait, la proposition est inversée. Les bases découlent de ta recherche. C'est elle qui s'impose à toi, qui t'impose de connaître ça. Alors, comment ça marche? Quel est le mécanisme? Donc, on part toujours du même constat. Hein. L'humain, c'est par le canal de l'humain, de l'interface humaine, que l'on reçoit de l'information. Bon, c'est une des seules possibilités d'accès que nous ayons effectivement pour arriver à mieux comprendre ce phénomène, c'est de travailler sur l'information. Alors quand tu fais ça, tu es obligé de prendre un axe de recherche. Pour moi, ça a été les RR3 et les RR, les rencontres rapprochées d'une manière générale. Pourquoi? Ça représente à peu près, l'ensemble des rencontres rapprochées représente à peu près 13%. De l'ensemble des cas connus. Entre 10 et 13%, disons. On est toujours dans des fourchettes un peu approximatives. De ce que l'on connaît, parce que... Voilà. Si on prend ce corpus de 13%, tu as entre 90 et 95% de RR1, rencontre du premier type, hein, donc observé à 150 mètres de jour ou de nuit. Tu as 2-3% de RR2, posé au sol avec ou sans trace. Et tu as le reste, ça ne fait pas grand-chose, ça fait dans les 3%. De RR3, donc vision d'un objet, avec vision d'entité associée, qu'elle soit au sol ou pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses en l'air. Voilà, ça c'est le point de départ. Donc qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu essaies de construire un échantillonnage. Parce que Aimé Michel disait toujours, la science commence avec des statistiques. Effectivement, c'est une de tes clés d'entrée dans le domaine de la recherche. Tu vas construire un échantillonnage de façon à avoir quelques statistiques élémentaires sur par exemple les RR3 ou les rencontres rapprochées, toutes mélangées. Hein. Alors c'est ce que j'ai fait dans ce livre. Alors, le livre, c'est... les apparitions d'humanoïdes. Voilà, c'est le premier livre d'Éric, ouais. Donc qui a été réédité aux éditions JMG. Voilà. Donc c'est un catalogue extrêmement avec des statistiques, détaillé, beaucoup de statistiques sur les RR3 françaises. Voilà, réédité. Un livre fondamental. Il date de 78, je l'ai écrit en 77-78, il a été publié début 79 à Nice. Voilà. Avec des magnifiques illustrations. Voilà. Oui, j'avais fait toutes les illustrations, les graphiques. Parce que c'est Éric qui fait les illustrations. En plus. Oui, ça fait partie de mes compétences. Éric, c'est un artiste aussi, mais bon, ça fait partie. Donc tu commences à... Alors, le but, quand tu arrives aux statistiques, ça veut dire que tu rentres réellement dans la recherche. Mais avant d'en arriver là, mon pauvre, il faut passer des années et parfois même des décennies à te battre avec l'information. C'est pour ça que je parle de bataille ou de guerre de l'information. Et si tu perds cette bataille, c'est fini, tu n'as plus qu'à arrêter, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il existe un certain nombre de catalogues dans le monde. Bon. Tu essaies déjà d'avoir ces catalogues, ce qui n'est pas si facile. Hein. Tout ufologue ne peut pas avoir accès à ces catalogues. C'est très difficile. Ensuite, ils sont écrits en anglais pour la plupart, donc tu les lis un par un. Cas par cas, je veux dire catalogue par catalogue, tu fais des croisements, tu fais des recoupements, bien sûr. Mais il faut savoir que pour un des plus connus d'entre eux, le catalogue d'Alberto Rosales, actuellement, il y a plus de 17 000 cas dedans. Et quand tu lis les 17 000 cas, ce qui demande beaucoup de temps, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de cas qui sont là-dedans. C'est un peu des fourre-tout, si tu veux. C'est pour ça que c'est une guerre de l'information. C'est que si tu avais des catalogues bien faits, sécurisés, où on a vérifié la source de l'information et tout, oui, je vois ce que tu veux dire. Ça irait, ce serait du gâteau. Oui, c'est-à-dire que les cas présentés ne sont pas forcément des cas enquêtés. Déjà, c'est des fois des cas qui ne concernent même pas l'ufologie. Et qui ne concernent pas l'ufologie. Il faut voir ce que tu trouves là-dedans. C'est plutôt des entrefilets de presse, quoi, des choses. Alors souvent, ou alors c'est des histoires absolument pas vérifiées, ou c'est des histoires qui n'ont rien à voir avec l'ufologie. Ce qui t'oblige d'ailleurs... C'est le problème des catalogues, oui. Donc, ça prend... un temps fou. Mais des décennies, ça prend. Parce que, donc, tu réduis, pour prendre le cas du catalogue Rosales, tu réduis
de 17 000 à 7 000. C'est-à-dire que tu gardes 7 000 cas qui apparemment parlent d'ufologie. D'ailleurs, moi, je ne parle pas de cas, je parle de notifications. Ensuite, une fois que tu as réduit à ces 7 000 notifications, tu commences à les reprendre une par une en faisant un certain travail dont je ne vais pas trop parler parce qu'il ne faut pas trop donner de mauvaises idées. Mais en gros, tu traces les sources. Eh oui. Tu apprends énormément avec l'expérience en traçant les sources. Il faut savoir qui a vu quoi, qui a dit quoi, qui a transmis quoi. Et en lisant le cas, à ce stade, tu ne t'occupes pas de l'information, tu t'occupes de la fiabilité du cas, uniquement. Quand tu commences à lire ça, tu as également moyen de savoir s'il y a eu une enquête ou pas. Je ne vais pas dire comment ni pourquoi, mais tu vois. Ça se voit. Alors des fois, ça se voit très bien, des fois, c'est plus tordu. C'est sûr que tu as des fois une coupure de presse, 1951, Chili, un paysan a vu un objet se poser et 2 êtres dans son terrain, point. Tu peux pas faire grand-chose. Point. Où est l'information? Tu n'as même pas l'heure, la date, bon. Qu'il se soit passé quelque chose ou pas, c'est pas exploitable. L'expérience montre que quand tu pratiques comme ça, c'est en tout cas mon expérience, parce qu'à un moment, il faut trouver des critères objectifs. Oui, objectifs, mais il ne faut jamais oublier non plus qu'on est sur du témoignage humain. Donc, tu peux mettre des critères, si tu veux. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Parce que si, par exemple, tu dis « Ah ben moi, je prends que les cas avec trace et au moins 2 témoins », tu ne prends pas Valençol, donc. Eh oui. Eh oui. Donc, tu vois, il faut trouver... D'autant plus que les cas avec plusieurs témoins sont rares. Oui, pas si rares que ce qu'on croit. Oui. Mais il faut trouver un juste milieu en termes de fiabilité, de sourçage de l'information, d'informations suffisantes dedans pour pouvoir être exploitées, et toujours le côté fiabilité qui ressort. Oui. Bon, une fois que tu as fait ça, au bout de beaucoup de temps, il ne faut pas se démoraliser, c'est très démoralisant. Hein. C'est excitant en même temps et c'est démoralisant, c'est un peu paradoxal. Tu arrives au résultat auquel je suis parvenu, tu as entre 4 et 4,5% de cas recevables. Sur 17 000? Non, sur 7 000. Ah oui. Parce que tu as réduit à 7 000. Tu as déjà réduit à 7 000. Ça te fait 300, 350 cas. Voilà. Alors j'aimerais que ce soit 20%, ce serait un progrès formidable, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et ça, on le doit à nous. Ça, on le doit au brouillage humain. Le phénomène n'a rien à voir là-dedans. On le doit au brouillage humain. Si l'enquête n'a pas été faite, si une coupure de presse relatant telle chose, personne n'a été voir et fait une enquête, c'est à nous que nous le devons. Hein. Donc toi, tu te débrouilles avec ce que tu as finalement, et tu arrives à 4%. Voilà. 4%, c'est 350 cas, 300, 350 cas. Voilà, c'est ceux que j'ai en tête. Je les ai en tête. Je peux te parler 5 minutes, 10 minutes de chacun, ce qui nous renverrait dans une semaine au petit déjeuner. Oui. On va éviter. On va peut-être pas le... On va éviter. Parce qu'après ces cas, une fois que tu les as, tu as ton échantillonnage dans lequel tu as relativement confiance, on va dire. Relativement. Si tu as un échantillonnage dans lequel tu n'as pas confiance, il faut arrêter tout de suite. Tu fais rien. Si tu as relativement confiance, tu dis, bon là, ça paraît, voilà le sujet. Voilà, tu commences donc ta porte d'entrée, tu fais des statistiques dessus pour en savoir un petit peu plus. Tu apprends des choses intéressantes par les statistiques, hein, toujours. Bien sûr. Ensuite, tu les lis cas par cas. Alors, je vais y venir, hein, mais d'abord les statistiques. On apprend en fait par les statistiques des choses, grosso modo, on les connaît depuis longtemps. Le phénomène est essentiellement nocturne depuis la fin des années 50, hein, une majorité écrasante. La deuxième partie de l'année est plus concernée. Entre juin et décembre, alors. Oui, ça commence à monter à partir de mai, jusqu'à décembre inclus. Et cette distinction est très importante, parce qu'une autre personne s'était aperçue de ça sur le côté global alors, du phénomène, pas les rencontres rapprochées. Hein. C'est Claude Poher. Au début des années 70, il avait dit, je ne sais pas si tu te souviens de cette formulation, les lois d'observation des ovnis sont conformes aux lois optiques. Tout à fait. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'il avait constaté aussi qu'à partir de mai, on observait plus de cas, parce qu'évidemment, à partir de mai, l'air est plus transparent, il fait meilleur, il fait plus beau, il fait plus chaud, etc. Et il y a plus de monde aussi dehors. Exact. Voilà. Et donc, on s'est dit, et ça a accrédité l'idée communément admise depuis le début, que l'on voyait les ovnis de manière aléatoire, c'est-à-dire par hasard. Ben oui, il y a plus de monde dehors à partir de mai, donc on a plus de chances de voir des ovnis. C'est logique. Bien sûr.
Sauf qu'on a oublié un petit détail, c'est que les ovnis, ce n'est pas des oiseaux. Et qu'on peut retourner la proposition. Il y a plus de monde dehors et donc plus de situations dans lesquelles ce phénomène peut se manifester. Tu peux retourner comme un gant la proposition, tu vois. Donc tout ça c'est assez intéressant. Tu as des diagrammes sur le plan des décennies aussi où bon, on connaît ça. En gros l'activité des rencontres rapprochées du troisième type ou des rencontres rapprochées tout court d'ailleurs suivent les diagrammes que l'on a par rapport au phénomène dans son expression générale. Il n'y a pas vraiment. Et au niveau des plages horaires, donc c'est plutôt la nuit. Oui. Mais on a des observations diurnes pour des RR3. Bien sûr. Ouais. On en a depuis le début d'ailleurs. Il y en avait plus au début, effectivement, oui. comme je l'ai dit. Oui. Et tu en as encore. Prends Valençol, par exemple. Ah oui, Valençol, c'est le cas emblématique. Prends Cussac. Ouais. Prends Arc-sous-Cison. Tu prends Socorro au Nouveau-Mexique. Voilà. Je peux t'en prendre tant que tu veux. Tu en as plein en plein jour. Mais la majorité, c'est nettement la nuit. L'OVNI est de la nuit, comme je dis souvent. Oui. Une expression. Alors juste une petite question. Oui. Donc là, tu parles de catalogue. Donc tu n'as pas eu accès directement aux témoins. Est-ce que dans les études que tu as fait toi-même tes enquêtes sur le terrain et rencontré les témoins? Ah oui. Alors, j'ai eu de la chance. Bon, moi, j'ai commencé sur le terrain, effectivement. Sur le terrain. Ouais. En fait, le processus est assez simple. Tu choisis, tu essayes de construire un réseau de relations sur ton département, par exemple. Et tu parles de ça, et tôt ou tard, tu as des témoignages qui t'arrivent, tu parles dans ton environnement, et plus tu étends ton réseau de relations, plus de témoignages t'arrivent. Et fatalement, à un moment donné, il y a un gros cas qui t'arrive. Alors justement, ce qui serait intéressant, parce que peut-être illustrer le propos, est-ce que tu peux nous parler d'un cas qui t'a particulièrement intéressé et qui était impressionnant, de RR3, sur lequel tu as enquêté personnellement, tu as rencontré les témoins? Alors j'ai enquêté sur une dizaine de RR3 que j'ai révélés pour la plupart, notamment dans Lumière dans la nuit à l'époque, mais pas toujours. Oui. Hein, non, mais, bon. Alors, aujourd'hui, je vois, il existe encore quelques-uns de ces grands enquêteurs. Je citerai par exemple un Jean-Marie Bigorne, dans le Nord, ou un Joël Ménard. Ça fait quand même 50 ans qu'il est sur le terrain, Joël Ménard. Oui, je relisais dernièrement son livre publié en 2016, Les apparitions d'OVNI, qui est un livre magnifique. Au Mercure dauphinois. Oui, c'est ça, un livre magnifique. Et il te dit, ce phénomène est toujours à la marge. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, même ufologues, comprennent ce qu'il te dit là. Qu'est-ce que ça veut dire, le phénomène est toujours à la marge? Eh bien, j'ai enquêté des cas où, je te donne un exemple rapidement, hein, un jeune couple rentre de nuit dans la RPI niçois, et tout d'un coup, ils aperçoivent un personnage un peu très grand, un petit peu avec une combinaison, un casque, un petit peu brillant, qui est là sur le bord de la route, et la femme pique une crise de nerfs dans la voiture. Le gars, il accélère à fond la caisse et il passe à toute vitesse à côté du personnage. Je les ai vus 3-4 mois après et la femme était encore terrorisée. Sous le choc. Sous le choc. Mais quand tu regardes objectivement le cas, il n'y a pas d'objet observé. Le personnage était là. Mais qui te dit que ce n'est pas une moto qui était dans le fossé avec un grand type avec un intégral dessus et dont la combinaison brillait à cause des phares de la voiture. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que Joël Ménard appelle un cas à la marge. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans la marge. Il y a des choses de style... Tu t'es entretenu avec ces gens? Ben oui, toute une soirée. Est-ce que la dame t'a expliqué la raison pour laquelle elle a pris une crise de nerfs? La panique, la peur. Elle a eu peur? Elle a eu peur, tout simplement, elle a eu peur. Voilà. D'accord. Voilà. Donc ce cas, comment tu le tranches? Tu ne peux pas le trancher. Mais tu dis, c'est à la marge, attention quand même. D'accord? Bon. Oui. Et après, tu as des choses plus subtiles. Tu arrives sur un cas. Bon, ça s'est passé là, c'est dans la campagne. Hein. Ah tiens, c'est bien, il y a une maison là, il y a une route là, ça circule pas mal. Hein. Tu fais une enquête de voisinage. Ça ressemble un peu à une enquête de police finalement. Tout à fait. Ils ont vu ça. Bon. Tu vas voir la personne qui habite dans la maison à côté. Ah ouais, il me fait, j'en ai entendu parler, mais alors ce jour-là, pas de bol, j'étais de l'autre côté de la maison en train de bêcher mon jardin. Donc sur le coup, toi, tu te dis, ah, pas de chance quand même. Pas de chance.
Mais quand ça se reproduit sans arrêt, tu vois, une fois ça va, 10 fois ça va, plus tu te dis c'est la faute à pas de chance, elle a peut-être bon dos quand même. Il y a peut-être quelque chose qui nous échappe là. Hein. Et la route, où il y a toujours du passage, le phénomène a duré 10 minutes, la route, il y a toujours du passage, et j'avais chronométré. Pas normal que quelqu'un n'ait pas vu quelque chose. Bon, voilà. Ça fait partie de la marge aussi. Oui, ce phénomène, de par sa propre activité, est souvent à la marge. Ça va même plus loin que ça. Il y a même, j'en suis même arrivé à dériver, peut-être à dériver. Il y a certains cas qui ont l'air très importants. Je cite un cas qui s'est déroulé en Italie, avec un personnage gigantesque qui a arrêté toute une file de voitures dans la nuit. Il y a 40 voitures arrêtées, des témoins, l'être qui faisait 2,50 m qui se balade. Bon. Bref, les téléphones qui tombent en panne, les appareils photo qui tombent naturellement. Hein, ça, voilà. Tu te dis, mais c'est énorme ça quand même. Et puis je me gratte un peu, je me dis, mais où est l'élément invalidant? Pas normal. Où est l'élément invalidant? Et je cherche, et je cherche, et je cherche. Et puis au bout d'un moment, je tombe sur un témoignage alors une autre observation du même personnage qui s'est déroulée à quelques kilomètres de là, et ça se trouvait à côté d'une exploitation agricole où on élevait des animaux. Bon, je me dis bon, et puis je cherche à savoir. Je donne quelques coups de fil en Italie. Je te le donne en mille. L'exploitation animale, ce que c'était. C'était un élevage d'autruches. Alors, attention, ce qu'ont décrit les témoins, c'est pas du tout une autruche. Oui, j'imagine. Oui. Mais qui te dit qu'une autruche ne sait pas... tu vois un peu... Oui, non, je comprends ce que tu veux. Il y a le petit détail qui fait que... Et je savais qu'il allait apparaître, ce truc. Je savais qu'il allait apparaître. D'accord. Donc, voilà, ça aussi, ça fait partie de la marge. Alors maintenant, pour en revenir à ta question, j'ai enquêté 3-4 cas qui, eux, n'étaient pas à la marge. Bon, ça fait partie des plus gros cas que j'ai enquêtés. Le plus gros est sans doute l'affaire des Hameaux du Soleil près de la Colle-sur-Loup en août 1975, dont je connais très bien le témoin. Enfin, il y a eu 6 témoins. C'est dans le Vercors, je crois. Non, ah non, c'est dans les Alpes-Maritimes. C'est au-dessus de Cannes-sur-Mer. Ah oui, d'accord. Oui. Il y a eu 2 témoins principaux dans le sens où ils étaient très rapprochés. C'est eux qui se sont trouvés face à ces espèces de portes de frigidaire qui avançaient vers eux. Ah oui. Mais il y avait 4 témoins derrière qui ont vu le reste du phénomène, si tu veux. Alors, 6 témoins, 2h30 d'observation. Les gendarmes, à 8h du matin, sur place, parce qu'ils ont été prévenus, ont retrouvé les traces dans la clairière, plus des traces de radioactivité. C'est le plus gros cas français. Actuellement, le rapport de gendarmerie n'est pas accessible, même pour ceux qui sont très haut placés. Il est classé sensible, dossier sensible, pas secret défense, dossier sensible. Je dis moi que c'est le plus gros cas français. 6 témoins, des traces au sol, 2h30 d'observation, c'est le plus gros cas français. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors, les 2 témoins les plus rapprochés étaient des jeunes qui sortaient de boîte de nuit. Ils vont dans un espèce de terrain vague près d'habitation d'ailleurs, et j'y suis retourné il y a quelques années, il n'y a pas longtemps. La clairière où ça s'est passé a été miraculeusement sauvegardée et est toujours là dans la forêt. C'est en fait une clairière rectangulaire et qui monte comme ça. Il y avait un pylône tout en haut, et tout d'un coup, ils avaient 4 amis qui étaient restés dans 2 voitures sur un parking qui était de l'autre côté. Il y a des clairières, si tu veux. Oui. Il y a des clairières, il y a un petit ruisseau, il y a des haies. Et il y avait une espèce de terrain vague qui servait de parking. Les 4 copains étaient restés là dans 2 voitures, où ils discutaient ensemble. Et tu as une fille qui, vers minuit et demi, 1h du matin, voit arriver un drôle de truc. Ce qu'elle a appelé, ça ressemblait à un nuage. C'était entièrement circulaire, noir. Et il y avait des espèces de lumière autour qui tournaient comme ça. Et ce machin-là se stabilise au-dessus de la clairière où étaient les 2 autres. Ils étaient allés camper. Eux, ils campaient, ils passaient la nuit là. Oui. Dans une tente, dans une seule tente. Donc, alors tout le monde regarde ça, tiens, bizarre. Et tout d'un coup, tu as une espèce de trombe, comme une trombe, comme ça, mais une trombe, large. Une trombe, par exemple une nuée, oui, une nuée, voilà, oui, d'accord, qui descend de l'objet et qui va dans la clairière.
au niveau de la clairière. Un truc qui devait faire à peu près 5-6 mètres quand même d'envergure. Hein, pas... Ah oui, un truc assez important. Ouais. Alors là, je reviens maintenant dans la clairière. Tu as un des témoins qui se sent mal. Il n'arrive pas à dormir, il fait très chaud, on est en août. Il sort. Alors les tentes étaient en bas, tu as la clairière, les tentes étaient en bas. Il sort de la tente comme ça, puis il regarde autour. Et il se retrouve face à face avec ce qu'il a appelé des portes de frigidaire, à peu près 2 mètres de haut, hein, sur 1 mètre de large, lumineuses, mais pas éblouissantes quand même, lumineuses. Légèrement bombées comme non, plat. Plat. Ah oui, et plat. En quinconce. Les 2 centrales étaient plus en avant que les 2 autres. Ah oui, d'accord. Il regarde ça, il balise évidemment, il tire l'autre qui dormait déjà. Il le sort et il lui dit « Regarde ça ». Il dit « Est-ce que tu vois ce que je vois ?» L'autre regarde et il dit « Oui, je vois ce que tu vois ». Et tout d'un coup, les trucs commencent à vibrer un peu et commencent à s'approcher vers eux. Et si tu veux, ils entendent même l'herbe qui est comme foulée, tu vois. Et ça s'approche, et il lui dit là, c'est pas bon là, il faut dégager d'ici, vite fait, bien fait là. Il dit oui, et il n'y a qu'un seul chemin, c'est par là, il faut repartir par la droite, sauter le ruisseau et aller derrière. Donc c'est ce qu'ils ont fait dans un état de panique indescriptible. Oui. Ils ont réveillé les 4 autres. Hein, alors tout le monde s'est mis à observer. Ils ont essayé, il y avait 2 filles, ils les ont laissées derrière sur la route. Ils ont essayé par 3 fois dans la nuit de retourner à la clairière. Ils se sont heurtés chaque fois à un mur invisible. Impossible d'avancer. Les montres tournaient à l'envers. Les véhicules, à un moment, tout s'est allumé dans une des voitures. On ne sait pas comment. Tout était complètement anarchique. Et vers 3 heures du matin, la trombe remonte. Avec les 4 formes à l'intérieur, ça il les a très nettement vus, hop, et le nuage s'en va, ce qu'ils appelaient un nuage, rond noir, s'en va tout doucement, et les lumières tournaient toujours autour, et ça disparaît dans la nuit, voilà. Et puis l'aube n'était plus loin, ils ont été sur la plage, ils sont redescendus à Cannes-sur-Mer, ils ont été sur la plage, et il y en a un qui a dit, il faut prévenir les gendarmes. Donc ils les ont prévenus, et les gendarmes sont venus, ils ont interrogé tout le monde. Donc là, on a des traces au sol, Alors, il y avait des traces. Dans la forêt, il y avait une espèce de substance blanche qui s'est évanouie dès les premiers rayons du soleil. Oui. Il y avait les arbres qui étaient desséchés en haut. Et surtout, il y avait de la radioactivité. Parce que, je le sais, grâce au témoin principal qui était là, et il a vu le compteur Gégère du gendarme qui tapait. Et le gendarme lui a dit, oui, il y a de la radioactivité anormale. Et là, on est en quelle année ? 75, août 75. Août 75, voilà. D'accord. Et toi, tu as rencontré directement les témoins ? Oui, alors... Le témoin dont je te parle, je suis en relation avec lui depuis 40 ans, oui. Hein, au moins. Ouais. Et je suis allé à Paris 1 an plus tard pour retrouver le 2e témoin qui était avec lui, qui était parisien. Donc je l'ai retrouvé, c'était un dessinateur, il avait 1 an ou 2 de plus. C'était un dessinateur industriel, il nous a accueillis dans son bureau. Et il m'a confirmé à 100% tout ce qui s'était passé, sans comprendre du tout ce qui s'était passé. Il m'a dit, j'arrive pas à comprendre, je ne comprends pas ce que c'est. Voilà. Ça, c'est un des plus gros cas français. Passionnant. Le GEPAN de Lapa. Hein. Bon, on ne va pas dire du mal de GEPAN. Histoire sans parole. Voilà, sans parole. Le GEPAN de Lapa, le dossier, on ne peut pas l'avoir, et le GEPAN de Lapa. Voilà. Oui. Mais le cas, je le connais par cœur. Passionnant. Oui. Passionnant. Le 2e cas, c'est le fameux cas de Beau Soleil, en 51. C'est un des premiers cas que j'ai enquêté. Sur un renseignement, on va voir une dame qui était la dernière survivante du trio. Parce qu'il faut savoir que dans les statistiques, et c'est remarquablement homogène sur toute la planète, il y a toujours 1/3 de témoins multiples. 1/3, oui. Et ouais, on s'imagine, dans notre imaginaire collectif d'ufologue, on s'imagine que c'est comme à Valençol, c'est-à-dire que ces cas concernent un témoin isolé, si tu veux. Oui. En fait, c'est en partie vrai, mais ce n'est pas vrai complètement. Vrai. Si tu as 1/3 de témoins multiples, et tu tombes toujours là-dessus, hein, parce que j'ai fait des statistiques décalées après sur les États-Unis, par exemple, sur des pays d'Europe, sur l'Europe tout entière, sur la France, tu es toujours entre 30 et 35%. Donc tu es autour de témoins multiples. Tiers. Oui, tu es toujours à 1/3. Hein. Voilà. Donc là, c'est un cas avec 3 témoins, juillet 1951. Le cas de Beau Soleil. Donc, à l'époque, la municipalité faisait venir des itinérants qui donnaient gratuitement pour le public des pièces de théâtre, du Shakespeare, tu vois.
Donc ils installaient leurs bancs, leurs tentes, et tout le monde venait là le soir. Voilà, alors c'était le soir, et eux aussi venaient pour ça, mais la pièce avait déjà commencé. Ils entendaient les bruits en descendant, il y a une petite rue qui descend. Alors, les 3 témoins, il y avait cette dame qui était femme au foyer, il y avait son mari qui était électricien, et leur meilleur ami qui était policier. Et en arrivant sur la place, donc les spectateurs, si tu veux, leur tournaient le dos. Ils regardaient la pièce, ils tournaient le dos. Ils voient un objet qui était là, à 3-4 mètres au-dessus du sol, et qu'ils ont pris au départ pour une, comment dire, peut-être une fête foraine, ou une animation de fête foraine. Alors cet objet avait la forme d'un ballon de rugby, 3-4 mètres de long, 4 mètres de long à peu près, intégralement transparent, avec sur l'avant 2 espèces de sièges et 2 personnes qui regardaient quoi? Qui regardaient la pièce. La pièce de théâtre. Enfin, la pièce ou le public. Ouais. Bon. Ils se sont approchés de ce truc-là, silence total, intérieur légèrement plus lumineux que l'extérieur, on devait être vers 9 h du soir, en juillet ça cadre, il faisait encore très beau, et ils s'approchent, et puis finalement en s'approchant ils comprennent que c'était pas une animation de fête foraine, et que c'était autre chose. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ils en sont arrivés à 3-4 mètres hein, de ce truc-là. Et oui, du coup, ah oui, c'est rien. Ah, Et ils se sont mis à hurler pour attirer l'attention des gens. À ce moment-là, un très léger sifflement, le truc est parti à toute vitesse, ils ont eu encore le temps de le voir derrière un immeuble, et il s'est volatilisé. D'accord. Voilà, ça, alors il y avait 2 personnages, dont un avec des sortes de combinaisons claires. Ils ont mal vu la tête, mais c'était des hommes assez petits apparemment. Un avait soit un col roulé, soit une espèce de barbe, elle était plus sûre. Donc c'était le dernier survivant, ce témoin. Oui, j'ai eu la chance de récupérer ce témoignage. Et tout ça a une suite. Parce que, suite aux travaux des années 75-80, et notamment dans le sillage d'Aimé Michel, ces cas ont un nom. Ça s'appelle un effet vitrine. Mais quelle n'est pas ma stupéfaction de m'apercevoir quelques années plus tard, dans le catalogue de Julien dont on parlait, qu'1 an avant, donc en 1950, avait eu lieu un cas similaire à Vaux-en-Dieulay, dans les Ardennes, devant 2 témoins, le père et sa fille, des fermiers. Et que là aussi, il y avait eu des traces au sol avec des animaux très perturbés et tout. J'ai continué mes recherches et je m'aperçois que le même cas s'était produit en 1947 à Bordano, un petit village de l'Italie du Nord. Donc je me disais, mais 3 fois... Alors, dès que j'ai travaillé sur ce cas, j'ai compris que la grille de lecture classique, si tu veux, n'était pas efficiente pour ça. Oui. D'où les problèmes, d'où les biais cognitifs aussi dessus. On ne veut pas voir. Beaucoup, hop, on ne veut pas voir. Évidemment, ça ne cadre pas avec la doxa que tu t'es mis dans la tête. Donc quand tu dis effet vitrine... C'est une apparence, c'est quelque chose qu'on montre aux témoins. Voilà. D'accord, Voilà. très bien. Un effet vitrine, c'est ça. Et il y a une définition de l'effet vitrine. Hein. C'est un objet soit entièrement transparent, beau soleil, violet, etc., soit à demi-transparent. Oui, le bas peut être métallique, par exemple, est un énorme dôme, et c'est la même chose, tu vois... Ça joue sur la transparence aussi. Toujours. Soit tu as un objet qui est métallique, ou apparemment métallique, mais tu as une énorme verrière, ou d'énormes hublots, et tu vois tout ce qui se passe à l'intérieur. D'accord. Voilà, c'est ça l'effet vitrine. D'accord, très bien. Ça peut se poser au sol, et laisser des traces d'ailleurs, il faut le souligner. Mais la plupart du temps, c'est en l'air, juste à 3-4 mètres au-dessus de toi. C'est l'effet vitrine. Très bien. Merci Eric pour cette vraiment interview très très riche. Merci Eric et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.